Salut à tous, aujourd'hui on est là pour parler d'Onward, le dernier film Pixar qui est sorti il n'y a pas longtemps. On accueille à nouveau Florian aujourd'hui. Bonjour Florian. Salut. Et donc on va commencer, on va faire une partie spoil, une partie non spoil, comme c'est la tradition visiblement. Donc on va commencer par non spoil. Pour résumer, Onward, donc c'est un film sur deux frères elfes, puisque ça se passe dans un univers qui était un univers de fantasy dans lequel il y avait des licornes, des manticores, etc. Mais qui est devenu plus proche de notre monde actuel. Donc maintenant, les créatures fantastiques se servent plus trop de leur pouvoir, elles vivent dans des petites maisons. La magie a disparu. Elles tournent leur jardin, la magie n'est plus trop utilisée en fait. Elle est toujours là. Mais elle a été remplacée par la technologie moderne en fait. En gros, voilà. Par souci de simplicité, et c'est ce qu'ils expliquent un petit peu au début d'Onward, plutôt que d'apprendre des sorts compliqués, se servir d'une baguette par exemple pour des sorciers, etc. Ils ont décidé que c'était plus simple de se servir d'une voiture plutôt que de se servir des ailes pour aller se promener, que c'était plus simple de se servir d'une ampoule plutôt que de faire de la lumière avec une baguette de sorcier, etc. Donc voilà, la magie est toujours là mais n'est plus vraiment utilisée et du coup on va un petit peu circuler comme ça dans le film entre un univers habituel, classique tel qu'on le connaît, et puis quand même l'univers de fantasy qui est toujours là, qui est toujours présent. Voilà, donc ces deux frères elfes vont partir dans une quête pour retrouver leur père. En fait, leur père est mort, c'est quand même ça le point de départ. Le film commence donc, leur père est mort, ils vivent tous les deux avec leur mère et le copain de leur mère, puisque leur mère s'est trouvé un nouveau petit ami, et ils vivent comme ça sans leur père. Alors le frère aîné a connu leur père, très peu, mais l'a connu. Le frère cadet ne l'a pas connu. Et le jour de l'anniversaire du cadet, qui se trouvait donc le jour où commence le film, le jour de ses 16 ans, leur mère offre aux deux frères un cadeau que leur a laissé leur père et qu'elle ne devait offrir que quand les deux frères auraient 16 ans, qui se trouve être une formule pour faire revenir ce père, et évidemment les deux frères veulent sauter sur l'occasion pour et rencontrer une baguette le père. Magique quand même. Et une baguette magique pour que le sort fonctionne, parce que sinon s'ils ont juste la formule ça va pas fonctionner. C'est un bâton, c'est pas vraiment une baguette, c'est un grand bâton de sorcier quoi. Ouais, c'est ça. Donc ils font ça, le problème c'est que la formule ne fonctionne pas tout à fait. Ça je peux le dire puisque de toute façon c'est dans le trailer. La formule ne fonctionne pas tout à fait, ils ne retrouvent pas leur père en entier, ils ne retrouvent qu'une partie de leur père malheureusement. La moitié inférieure. La moitié inférieure. Très exactement, jusqu'à la ceinture. Donc du coup ils sont un peu embêtés et ils décident de partir en quête pour réussir à retrouver l'autre moitié de leur père, parce que bon quand même pour discuter avec lui ce serait plus pratique. Voilà. Donc sinon pour expliquer un petit peu qui sont les deux frères, donc le frère le plus jeune est plutôt timide, il est encore à l'école, ça se passe pas forcément super bien niveau social, il a pas beaucoup d'amis, il a du mal à s'en faire. Il est réservé, on peut dire ça. Il est réservé, il aimerait apprendre à conduire mais il n'ose pas trop, il a un petit peu honte d'ailleurs de son grand frère beaucoup plus exubérant que lui et parfois même de sa mère. Voilà, ça c'est pour situer un peu le petit frère, Ian donc. Et le grand frère, Barley, lui est beaucoup plus exubérant, il est plus âgé, alors on ne sait pas exactement de combien, mais bon ils ont quand même un bon écart. Je sais pas, c'est difficile à dire, mais au moins 3-4 ans quoi. Dans le film, sur les photos de famille, quand on les voit jeunes, on dirait qu'ils ont 2-3 ans d'écart quoi. Ils ont plus que ça. Oui, bon. Après en gros, effectivement, il y a quelques années d'écart. En tout cas, lui, il est dans ce que sa mère appelle une année sabbatique, donc visiblement, il n'a pas de travail en ce moment. Il faut rien, on peut le dire. On appelle ça une année sabbatique, après, on ne sait pas ce qu'il faut exactement. Il fait des jeux de société à la maison. Alors, en tout cas, il s'intéresse énormément à ce passé de fantaisie disparue, de légendes, de choses qui n'existent plus aujourd'hui, de sorts, etc. Lui, il connaît à fond tout ça. Les jeux de rôle auxquels il joue, justement, permettent de faire revivre cet univers, parce que tout ce qui fait le jeu de rôle a existé, les sorts ont existé dans le passé, ils étaient utilisés, etc. Donc il connaît tout cet univers par cœur. Et ça va beaucoup leur servir quand ils vont partir à la recherche de leur père. C'est ça, c'est la mémoire de la magie. Et c'est lui, en fait, au niveau générationnel, c'est lui qui a gardé tous les souvenirs, qui connaît les sorts, qui a le grimoire, qui connaît les cartes. Et il en a la nostalgie, il a la nostalgie de ce passé, il aimerait vraiment le faire revivre. À chaque fois, justement, lui, il est un peu dégoûté de ce qui s'est passé, il dit mais pourquoi, alors aux créatures ailées, pourquoi vous ne servez plus de vos ailes, pourquoi est-ce que vous prenez l'avion, pourquoi vous prenez la voiture, à ceux qui étaient des sorciers, mais pourquoi vous faites plus de sorts, etc. Lui, il aimerait bien que ça revienne.
C'est ça, c'est le personnage positif de Disney, c'est celui qui croit encore à la magie, qui veut faire revenir la magie, Voilà. et qui est un peu désabusé par le monde moderne qui lui paraît un peu fade, quoi, à côté. Et lui, il a besoin d'aventure, il a besoin de prendre son camion pour sillonner le monde. En fait. Son camion d'ailleurs qui s'appelle Guinevere, donc Guenièvre, la femme d'Arthur. Alors, C'est un peu sa Rocinante, quoi. ouais. C'est son camion sauvage qui traverse la plaine, quoi. Alors donc, nous ce film, dans l'ensemble, nous a quand même bien plu. C'est très très bien, c'est ça que tu veux dire. C'est très sympa. Alors, bien sûr, il faut aimer l'univers de fantasy, les licornes, les fées, les tout ça. Bon, c'est sûr que si tu supportes pas toutes ces créatures mythiques, de légendes, etc., forcément, ça va moins te plaire. Mais franchement, nous, ça nous a beaucoup plu. C'est vraiment ce qui porte le film. On est dans un univers classique avec les maisons et tu tournes ta pelouse, tu prends l'avion, tu vas au travail, etc. Mais alors par contre, leur animal domestique, c'est pas un chien, c'est un dragon. Ouais. Et puis quand on les voit vivre au quotidien, du coup le frère évidemment qui aimerait bien faire revivre l'univers tel qu'il était avant, qui pousse un petit peu son frère et sa mère à sortir le guerrier qui est en eux, on l'entend dire plusieurs fois ça. Voilà, c'est une famille classique et en même temps voilà, qui se démarque quand même. Oui, et après, vraiment, de ce point de vue-là, ils essaient d'ancrer le film dans un monde moderne, et ça se voit d'ailleurs à la tête de la famille, parce que du coup, c'est un modèle familial qui n'est pas traditionnel. Le père n'est plus là, il y a un beau papa qui l'a remplacé. On dira pas ce qu'est le beau papa, parce que ça, c'est pas dans le trailer. Quelle créature c'est exactement, voilà. Il y a un beau papa, mais on dira pas ce que c'est. Mais du coup, la mère, c'est une femme forte, c'est elle qui décide à la maison, elle travaille, etc. Donc, elle a élevé ses deux fils. Elle a élevé ses deux enfants tout seul. Et puis j'allais dire, le grand frère, ils ont un rapport aussi différent. C'est pas deux copies d'un même enfant, etc. Ils sont vraiment différenciés. On voit qu'ils n'ont pas le même rapport à leur père. Il y a vraiment une réflexion sur les modèles familiaux et sur le fait que du coup, c'est des modèles familiaux qu'on peut voir aujourd'hui et qui étaient complètement absents des dessins animés il y a encore 10-15 ans. Qu'on voyait beaucoup moins, en tout cas. Mais du coup, ça donne vraiment l'impression qu'on ancre dans un modèle familial qui est contemporain, qu'on connaît bien et qui ressemble à des familles après divorce, etc. Enfin, des familles ou après séparation, ou après disparition, là en l'occurrence. Ouais. Mais du coup, voilà, ça donne vraiment au côté. Tout de suite, le film est très moderne, tout de suite. On se sent dans un monde qu'on connaît, tout en voyant des elfes, dragons, des licornes, etc. Mais voilà, mais après, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, c'est ce monde-là, quoi. C'est la high fantasy, donc il y a les elfes, il y a bon, faut pas spoiler, mais en gros, après, il y a des monstres, comme on peut les voir dans le Seigneur des Anneaux. Et puis c'est magnifique, hein. Ça c'est vrai que bon, c'est Pixar, hein, comme d'habitude, donc c'est très beau, la musique est extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, ils ont bien poussé là-dessus, c'est vrai que c'est très très sympa au niveau de la musique aussi. Et il va y avoir du coup ce jeu aussi donc ils partent dans une quête, dans une aventure, comme on pourrait en trouver dans des jeux de rôle. Effectivement, on part dans une quête, on va trouver des personnages incroyables qui vont nous guider vers un endroit pour trouver tel objet, etc. Et en même temps, toujours ces trucs classiques qui restent, qui jalonnent un petit peu le parcours. Le petit frère qui va apprendre à conduire, qui va réussir à entrer dans une file dans l'autoroute, par exemple. C'est un de ces défis qu'il va réussir à relever. Qui du coup n'est pas très très classique, mais plutôt qui n'est pas très fantaisiste, je veux dire, mais plutôt assez classique de ce qu'on connaît. Et voilà, il va y avoir un petit peu ce passage entre la fantasy et un univers traditionnel. C'est ça. Mais en fait, oui, c'est vraiment un habillage, quand on pourrait dire ça. Ils ont transcrit le monde de la fantasy dans un monde contemporain, et effectivement, du coup, l'elfe, il passe le permis à 16 ans. Voilà, et du coup, c'est ça un peu le métissage des deux univers, ça fonctionne comme ça. Voilà, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose sur la partie. Non, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup on parle de non-spoil parce que là il y a plus de choses. Et bah alors c'est parti pour la partie spoil. Allez. Alors bienvenue dans la partie spoil. Si vous êtes encore là, c'est que soit vous avez déjà vu le film, soit que vous en fichez d'être spoilé. Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Tu connais les trucs classiques, toi. Et moi j'ai appris des plus grands. Ouais, et donc là, voilà, maintenant, on va pouvoir dévoiler l'ensemble de l'intrigue. Et c'est vraiment... je trouve que c'est très compliqué de parler du film sans spoiler, parce qu'il y a vraiment des moments essentiels et hyper intéressants dans la deuxième partie. Parce que si on résume, et comme on l'a fait dans la partie précédente, le film au départ, ça peut être simplement un film comme un roman d'apprentissage. Il y a un gamin, il a 16 ans,
il arrive à un moment, il va être confronté à son père décédé, il va vouloir le retrouver. Et ça pourrait être un film tout à fait classique de ce point de vue-là. Et en fait, il se passe quand même beaucoup de choses, notamment, et moi je pense que c'est vraiment ce sur quoi je m'insistais, et c'est pour ça que je trouve le film magnifique, et qu'à mon avis, si on est jeune parent par exemple, ou si on a des frères et sœurs, il faut courir le voir ou le montrer à ses enfants. C'est parce que c'est un super film sur la famille, sur les relations intrafamiliales. Les relations entre frères, les relations père-enfant, les relations mère-enfant, les relations beau-père-enfant aussi. Et je pense que voilà, moi c'est surtout ça dont je parlerai dans cette partie-là. Mais si tu Ok. Écoute, moi du coup on va le voir un petit peu au fil de la conversation de toute façon. Donc ils partent dans leur quête. Alors la première étape, c'est le frère du coup, le grand frère qui s'y connaît, on a dit dans l'univers fantaisiste, qui dit bon bah allez, donc la première étape c'est d'aller voir une manticore. Donc ils vont voir la manticore qui va leur permettre de trouver la pierre qui va leur permettre de reconstituer leur père entièrement, parce qu'ils avaient une pierre au départ qui leur a permis de reconstituer la première moitié, puis elle s'est brisée. Quoi ? Pierre de Phénix. Pierre de Phénix. Qui s'est brisée, et donc du coup il leur faut en trouver une deuxième, sachant que c'est quand même quelque chose de très rare. Il faut qu'ils en trouvent une deuxième. Donc du coup, ils vont se retrouver à chercher une manticore. Alors, comme on l'a dit, on est dans un univers fantaisiste qui est devenu traditionnel et qui n'a plus grand-chose de sa magie. Donc du coup, la manticore, elle tient une auberge, elle est très sympathique avec eux, et elle n'est pas du tout la manticore dont parlait le frère au départ, qu'il va falloir combattre pour réussir à convaincre d'avoir la pierre, etc. Donc ils partent là-dessus. Celui qui a réussi à faire revenir la première partie du père, c'est même pas le grand frère, celui qui est intéressé par la fantaisie et tout, c'est le petit frère justement. Celui qui n'y croit pas trop, qui trouve que son frère c'est un peu une lubie, ce qu'il fait, il a pas énormément de considération pour son frère. On verra un peu plus tard dans le film d'ailleurs, son grand frère découvre que son petit frère le considère comme un raté. Voilà, le petit frère a pas beaucoup de considération pour son grand frère, et il se trouve que c'est lui qui a la magie, et pourtant Barley, le grand frère, n'est pas du tout jaloux. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. On pourrait s'attendre à de la jalousie de la part du grand frère qui dit bah attends, c'est moi le grand frère, en plus c'est moi qui m'y connais en fantaisie, pourtant c'est toi qui as la magie, qui pourrait être un peu dégoûté et tout, et non. Il est toujours en train d'aider son petit frère, est toujours en train de le soutenir, et même quand il se rend compte que c'est lui qui a hérité de la magie du père, qui donc était un magicien lui-même en son temps, et qui a ainsi transmis la magie à l'un de ses fils, bah il n'est pas jaloux, voilà, il le soutient, il lui dit très bien, bah c'est toi le magicien, ok, bah je te donne les sorts au fur et à mesure pour nous faire progresser dans notre quête, c'est génial. Moi je pense que le sentiment le plus important là, à ce moment-là pour ce personnage, c'est la fierté en fait. Il est hyper content que son frère possède la magie en fait. Il en est vraiment fier, et il est pas du... Voilà, même si c'est pas lui qui l'a, il est content. Il le dit dans le camion là, à un moment quand ils sont en circuit, ils font « Mais c'est mon frère, il a la magie et tout. Oh purée, mon frère est magicien !» Et on sent que voilà, il y a une espèce de joie, jubilation, juste parce que la magie est de retour en fait. Et que ça passe par son frère ou par lui, il s'en fiche. C'est juste le bonheur de partager ça avec son frère, quoi. Et lui, il est content parce que du coup, il peut guider son frère, et lui dit, ben tu vois, dans les quêtes, généralement, ça se passe comme ça. À un moment, il lui dit de prendre telle route parce que la route la plus droite n'est jamais la bonne, il faut prendre un détour, etc. Et le petit frère, bonhomme allant quand même, parce que, comme je l'ai dit, il le déconsidère un peu, donc il dit, ouais, vraiment, t'es sûr, parce que ça n'a pas l'air terrible comme idée. Bah, il suit quand même un petit peu ce que lui dit son grand frère, et voilà, étape par étape, ils parviennent comme ça à progresser dans leur quête. Oui, il apprend à lui faire confiance, ouais, c'est ça. Voilà. Mais, et puis je pense qu'il y a une espèce de combat aussi au début, le petit frère il essaie d'être très rationnel en fait. Il est du côté de la raison tout le temps, et il y a ce côté, il est tout de suite associé à l'école très vite, et on voit bien que lui il est côté du savoir, de la responsabilité, lui en fait il considère que la magie c'est plutôt de la légende en fait, il considère pas que c'est leur passé, il considère que c'est quelque chose d'imaginaire qui n'a pas vraiment existé, alors que le grand frère vraiment dit bah non, c'est notre passé, vraiment c'est les jeux que je fais, c'est vraiment fondé sur notre passé, ça a existé. Voilà, il essaie d'en convaincre tout le monde, c'est ça, et c'est la mémoire familiale en fait, très vite, enfin après ça va nous permettre de parler de la suite, mais c'est la mémoire familiale, et c'est lui qui fait vivre l'héritage à l'intérieur de la famille, de la magie déjà, et après on verra d'autres choses.
Mais c'est un point important. Et donc du coup, et après ils suivent, donc le Manticore, après la Manticore, pardon. Ce qui est très drôle quand même, c'est que c'est une quête, c'est un petit peu une parodie de quête, parce que donc ils partent, ils rencontrent la Manticore et tout, ils trouvent un plan pour découvrir la pierre. Le plan, en fait, c'est sur un menu. Puisque j'ai dit que la Manticore tenait une auberge, donc c'est pas un vrai plan officiel comme on pourrait le trouver, c'est sur un menu, ça a été reconstitué un peu, et c'est sous forme de jeu pour enfants, et du coup le menu qu'ils prennent, en fait, la solution a été trouvée par une petite fille, donc du coup ils se retrouvent à aller chercher, à chercher un endroit qui a été indiqué par une petite fille qui, en faisant un jeu sur un menu, a trouvé une solution, quoi. Donc c'est vraiment la parodie de la quête. Mais ça plusieurs trucs comme ça. Ça marche très bien. En fait, c'est le principe de... on fait confronter deux mondes, et du coup on a ramené à la légende donc, la Manticore telle qu'elle existait dans la légende, qui était un monstre puissant qui produisait des flammes, etc. Et en fait, elle s'est rangée, et elle est rentrée dans le monde moderne, et donc en fait elle vit sur sa légende, mais elle a ouvert une cantine, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Une auberge, sauf que quand on y va, on dirait un McDo avec des enfants qui remplissent des petits puzzles pour gagner des trucs. Et donc, du coup, c'est ça qui est très drôle, parce qu'en fait, donc, l'énorme monstre est devenu une serveuse et qui vérifie la cuisson des patates. Et en fait, et on montre comment, en réalité, ce monde de fantasy auquel croit Barley, donc le grand frère, il s'est affadi complètement. Il est devenu très trivial dans le monde contemporain, parce qu'on est devenu très raisonnable, très sérieux, et on sait, en fait, elle a lâché le combat, la violence, pour servir des enfants capricieux à table. Ouais, moi je parlais pas forcément de l'opposition entre notre réalité et plutôt la fantaisie. Moi je parlais vraiment de la parodie de la quête, c'est-à-dire le fait, donc la carte. Je pensais aussi aux chips, ils transforment une sorte de curly, en fait, une grosse cacahuète, un fritos, un truc. Ils transforment ça pour se faire un bateau, tu vois. Voilà, t'imagines dans ton esprit des quêtes, des fantaisies comme les classiques, le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Bon, t'imagines pas les personnages, le magicien, t'imagines pas Gandalf en train de transformer un fritos pour qu'il puisse traverser une rivière, quoi. Mais il y a un peu c'est ce que je dis, enfin, du coup on est d'accord, mais en gros, la vraie carte, elle existe, par exemple, dans le cas de la Manticore. Et en fait, il la perd, mais peu importe. Et du coup, elle est remplacée par une espèce d'ersatz contemporain qui aurait du coup pas du tout de saveur, pas d'intérêt. Comme un peu, on n'a pas de vrai beau bateau, on a une cacahuète. Parce que c'est plus facile de trouver une cacahuète de nos jours qu'un bateau. Et du coup, je trouve que c'est ça, il y a un côté, en fait, on va réenchanter tout. Après, c'est peut-être des représentations que j'ai moi, mais tout ce qu'on a comme mode de consommation, des choses un peu triviales, ce qu'on met dans notre frigo, des trucs comme ça, qui font partie du monde contemporain, mais qui n'ont pas vraiment de valeur, parce que du coup, c'est des choses qu'on peut acheter facilement, qui valent rien, tout ça. Et comment ils les réenchantent, donc effectivement, par exemple, ils ont besoin, ils ont un sort pour agrandir les trucs, ils n'ont pas de bateau, ils prennent un fritos ou un truc comme ça, et ils en font une barque en fait. Et tout fonctionne comme ça, du coup, le vieux truc que tu remplis à Flunch là, pour les enfants, ça devient la carte au trésor. Et tout est réenchanté comme ça, et c'est un truc malin, c'est-à-dire que en fait on nous fait la magie du monde a disparu, mais en fait plutôt que de faire revenir la magie de l'époque, on va réenchanter les objets, on va enchanter les objets de votre quotidien pour qu'ils deviennent magiques. Et la magie est retrouvée, mais parce que les gens veulent la faire revenir, c'est-à-dire qu'au cours de pendant leur parcours, ils vont rencontrer des gens, donc la Manticore par exemple, qui au départ est une serveuse toute sympa et tout, ils lui disent mais comment ça se fait que tu sois devenue comme ça, avant t'étais quelqu'un de puissant, pourquoi t'es devenue juste une serveuse d'auberge? Et effectivement elle se rend compte, c'est vrai, mais j'avais pas du tout ces principes avant, et elle redevient la Manticore méchante avec les flammes, etc. Bon, ça c'est fait un petit peu de façon rapide. On se demande un petit peu si c'était justement fait exprès par Pixar, s'ils disaient vous vous attendez à ce qu'elle redevienne méchante, elle redevient méchante. Bon, il y a elle, il y a aussi il y a un groupe de fées par exemple qui rencontrent des fées motards qui se baladent sur des motos, très drôle. qui ont des ailes mais qui savent pas du tout qu'avant ils savaient voler et qui savent pas du tout qu'elles peuvent servir. Et au cours du film, à un moment, c'est pareil, ils vont pour s'écraser et à ce moment-là ils battent des ailes et hop, et du coup ça les empêche de s'écraser, ils se rendent compte qu'ils peuvent voler. Donc du coup pareil, ils le redécouvrent et après ils s'en servent. Le beau-père, donc je disais qu'on n'allait pas dire ce que c'était, bon, normalement vous avez vu le film, vous savez que c'est un centaure qui donc au départ se balade en voiture, ensuite non, il y va à pied, on lui dit t'es un centaure, les centaures ils pouvaient aller jusqu'à plus de 100 km/h.
Et ben voilà, à la fin il va s'en servir, il dit non, j'y vais pas en voiture, nous étions faits pour aller à pied, j'irai à pied. Donc voilà, ils redécouvrent chacun ça et ils veulent s'en servir, c'est vraiment une volonté de leur part. C'est vraiment un film sur la résilience et pas sur l'apprentissage, la force, l'exercice, l'entraînement. Et du coup c'est pour ça que c'est pas une morale que moi je trouve parfois pas géniale dans les films d'enfants où oui, si tu crois vraiment fort tu peux y arriver. Voilà, et en gros il y a une espèce de pensée magique où les enfants leur disent plus tu croiras en ton rêve, plus il a de chances de se réaliser. Bah non, enfin il y a plein de gens qui n'y arrivent pas et pourtant donnent tout leur possible. Et je trouve que c'est pas forcément moi je trouve que c'est pas forcément une bonne morale à donner aux enfants, c'est une morale vraiment un peu individualiste quoi. Son grand frère l'encourage, il lui donne les sorts, il est toujours derrière lui en train de lui dire vas-y tu peux y arriver, mais par contre il a conscience aussi des faiblesses de son frère et il les accepte. Il y a un moment, son frère, il essaye de lancer un sort, il essaye de lancer le sort pour bloquer les voitures qui les poursuivent derrière lui. Il veut essayer de faire tomber un rocher devant eux grâce à la magie. Il n'y arrive pas, son grand frère l'accepte. Ok, t'es pas prêt, t'y arrives pas, bon, on va trouver une autre solution. Il trouve une autre solution assez horrible, il est obligé d'envoyer sa voiture. Moi j'ai trouvé que c'était une mort digne de celle de Mufasa quand même, c'était vachement triste. Et j'ai trouvé qu'il le faisait de façon vachement bien, c'est-à-dire que pas uniquement dans le pathos, justement, où Mufasa on pleure à chaudes larmes, ça dure une demi-heure et tout. Là il y a la musique, le moment où le grand frère la lance comme ça vers l'endroit où il doit aller. Sur l'accélérateur. Mais le caillou, on voit la licorne, quand elle se lance vers le rocher, on voit la licorne sur le côté, donc on a l'impression que c'est une vraie licorne qui se précipite. Enfin, j'ai trouvé qu'ils en faisaient un moment très beau, sans tomber trop dans le pathos, justement. Je pense que ce qui marche bien, c'est que ça dure pas 2 heures. C'est ça, ça rend une préparation d'un quart d'heure. Mais c'est pas, t'étais pas dévasté, quoi. Tu trouves ça beau plutôt que vraiment. Et il y a un plan, très beau qui finit la scène où on voit un plan où il y a les cailloux qui tombent sur le camion et on voit la licorne qui est un peu ça marque le décès de Guenièvre, quoi. Enfin, c'est ça. Je dis décès d'ailleurs. La preuve que ça marche bien sur moi, c'est que c'est un camion, mais en fait il est pas décédé, juste il est cassé. Mais le personnage est vraiment un personnage par entière parce que il faut le réparer, il faut réparer Guenièvre, il faut lui mettre de l'essence. Enfin vraiment elle est. Et c'est pareil, l'essence à nouveau, l'habitude et puis le fantastique, voilà, il faut lui mettre de l'essence, mais en même temps ils essayent de grossir le jerrycan pour lui mettre de l'essence. Enfin voilà, c'est. Donc ça c'est vraiment c'est bien vu. Peut-être on peut parler un peu de la fin là. Bon, on va peut-être parler un petit peu de la famille, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé jusque-là. Leur but, quand même, c'est de retrouver leur père avant la fin du jour, parce qu'ils ont un temps à respecter. C'est-à-dire que leur père, le sort ne fonctionne que jusqu'au coucher du soleil. Donc il faut absolument qu'ils le fassent revenir en entier avant le coucher du soleil, s'ils veulent pouvoir parler avec lui. Oui, du coup, de ce point de vue-là, c'est vraiment un conte classique, quoi. Donc il y a le sort au début, et on a 24 heures pour ramener le père. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus... on n'est pas dans l'enchantement parce que évidemment on est du côté du merveilleux, mais au bout des 24 heures il disparaît, il ne s'agit pas de le sauver en fait. Et du coup c'est ça qui est aussi, je trouve, qui donne le côté moderne au film, c'est que le deuil il est comme un donné, c'est-à-dire que au départ il y a le deuil, le père il est mort, et à la fin il sera toujours mort, il n'y a pas moyen de le sauver, machin. Ça il faut accepter le deuil. Et le film d'ailleurs n'est que ça en fait. Et comment accepter son deuil, comment accepter le fait que le père a disparu, et comment on fait pour vivre après ça, dans une famille recomposée en fait, avec une femme veuve. Et avec un beau-père qui est pas très drôle. Et avec un beau-père qui est vraiment... C'est pas facile parce que quand je l'ai vu au début, le personnage, on a l'impression que donc le centaure là, policier, c'est vrai qu'il est pas très attachant parce que c'est un peu le beau-père lourd qui fait des blagues et tout et qui est pas trop accepté parce à la fin je le trouve pas très attachant personnellement, mais il est pas très attachant à la fin, mais je trouve que le film essaie de le sauver un peu quand même, c'est-à-dire que le côté, vu que la fin c'est vraiment le centaure se rend compte, revient à la magie d'une certaine manière et lâche sa voiture de flic et part en courant comme un centaure à 100 km/h comme c'est avec les cheveux au vent. Les cheveux au vent, et du coup il devient un peu cool à ce moment-là, mais ça dure 10 secondes quoi. Mais ce qui est bien, c'est que le film ne dit pas que c'est devenu quelqu'un de formidable par ailleurs parce qu'il fait les mêmes blagues nulles qu'au début, sauf que les enfants disent c'est pas grave, il fait des blagues nulles, on l'accepte quand même. Et ça qui est bien fichu, et du coup ça permet de parler de la famille, c'est que le film dit en fait voilà, on est comme ça dans la famille, le grand frère il a ses défauts, ses qualités, le petit frère il est un peu moins introverti à la fin, mais il a quand même changé, mais il a encore des faiblesses, etc. Il n'est pas encore parfaitement sûr de lui. Il s'est rendu compte que son père n'était pas le mec parfait qu'il croyait qu'il était,
donc ça lui permet de se construire. Et la mère, c'est pareil, il faut accepter qu'elle a une nouvelle personne dans sa famille. Et puis il découvre aussi des choses les uns les autres, parce que la mère au départ, quand on lui dit... c'est marrant parce qu'elle part à la recherche de ses fils et il y a un moment où il y a la manticore qui dit dis donc, il y a votre fils, il s'est dressé devant moi pour me dire t'es plus la manticore d'antan et tout. Oui, je sais, mon fils aîné, il est assez terrible. Non, le fils cadet. Donc la mère qui croyait pas du tout, qui pensait vraiment que son fils cadet était introverti, non, voilà, elle découvre quand même qu'il a de la personnalité derrière, qu'il faut juste qu'il parvienne à se lancer. Ian lui-même, donc le fils cadet, qui découvre que son grand frère, d'abord, c'est pas un raté, effectivement, ses connaissances ont quand même bien servi, il l'a soutenu, et il découvre qu'en fait, il a été un véritable père pour lui, il n'a jamais eu de père, mais il a eu une représentation du père, une figure du père qui l'a accompagné, qui a été avec lui, qui lui a fait découvrir plein de choses dans la vie, comme on peut le voir dans ses souvenirs, et qui remplit la liste qu'il avait établie au départ pour son père, qui remplit tous les critères, donc vraiment son grand frère qui a été un père de substitution. Donc il découvre comme ça des choses les uns sur les autres. Et la mère qui, au départ était une mère de famille, qui montre vraiment la guerrière qui est en elle. Alors au départ, il le montre un petit peu par jeu. Il y a le grand frère. Voilà, il y a le grand frère qui la pousse un petit peu, qui lui dit allez, montre la guerrière qui est en toi. Bon, comme ça par jeu, mais à la fin, carrément, elle combat un dragon, quoi. Donc c'est vraiment, elle devient une vraie guerrière. Oui, et puis en fait, tout de suite, elle est quand même présentée comme une femme puissante. Enfin, c'est quand même la mère. La matriarche, quoi, elle est là, elle s'occupe de la famille, elle bosse, etc. Et elle fait son sport devant la télé, elle met des pattes, enfin, elle est capable de mettre au sol son grand-fils pour. Mais voilà, c'est plus par jeu, je trouve, au début. Alors qu'à la fin, vraiment, elle combat un vrai dragon, quoi. Oui, mais ça montre aussi l'attachement qu'elle a à ses enfants, en fait, ce qu'elle est capable de faire pour eux et tout, et de devenir la guerrière à côté de la manticore, en fait, qui est une espèce de double d'elle, d'une certaine manière. C'est deux guerrières qui arrivent comme ça, quoi. Et ils réussissent leur quête avec leurs forces et leurs faiblesses, donc, et en progressant en maniant un petit peu la magie et un petit peu les choses habituelles, comme on disait avec l'histoire du Fritos comme barque là. Ils arrivent finalement à conclure leur quête et à retrouver leur père pour peu de temps, mais voilà, ils réussissent quand même. Et donc moi les 20 dernières minutes j'ai pleuré. Vous allez, voilà. Les 20 dernières minutes c'est vraiment, si on a des relations un peu, qui peuvent être des relations familiales où on a besoin de certitude, etc., avec ses parents, avec ses enfants, etc., ça va vous retourner, on peut le dire. Et donc là, ce qui est vraiment brillant, c'est qu'évidemment Pixar a décidé de ne pas faire une scène où le père allait parler. Qui aurait été sans doute très maladroite et sans doute un peu gênante. Et du coup, il revoit pas son père. Il le voit de loin. Il le voit que de loin. C'est que le grand frère qui le revoit. Et il n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il a son grand frère et ça lui suffit comme père, en fait. Et du coup, ça redonne une notion de la famille aussi complètement différente, quoi. Et très belle. Ouais, très belle. C'est pour ça que ça peut être aussi, ça peut faire pleurer aussi. Ouais, et du coup, le personnage de Barley, moi, qui m'a pas trop plu au début, que je trouvais un peu lourdingue et tout ça, et effectivement, j'avais un peu la vision d'Ian, c'est-à-dire, il est un peu chiant, il est un peu lourd, il est insistant, et il est très gentil avec sa magie, mais il fait rien de sa vie, quoi. D'un coup, il devient essentiel, en fait, et il devient extrêmement attachant. On se dit, ah ouais, en fait, c'est lui qui l'a aidé depuis le début, c'est lui qui a cru en son petit frère tout le temps, qui l'a aidé. Et ça devient un personnage très beau, en fait. C'est pas juste le frère lourd qui fout la honte à son petit frère et qui lui dit allez, deviens plus costaud, plus fort, plus machin. Non, c'est juste c'est le frère qui croit en lui, il le pousse pas à devenir incroyable, il assiste au fait qu'il devienne incroyable. Ouais, et du coup il a un rôle de médiation essentiel entre la parole du père dont il va être le récipiendaire et qui va donner ensuite à son petit frère en lui disant et en gros il lui transmet un câlin, c'est un peu la fin. Le câlin que lui a donné son père et qu'il ne lui donnera jamais, et c'est pas grave, et en fait ça finit de sanctuariser la famille entre le grand frère, le petit frère, la mère et le beau-père. Et le père peut disparaître et la famille continue à exister et est viable, on va dire comme ça, parce que chacun a son rôle et chacun a une position particulière par rapport aux autres qui fait que chacun peut s'épanouir. Donc la fin du film, c'est vraiment l'épanouissement de Ian. On le voit à l'école en train d'expliquer la magie aux enfants. Oui, c'est vrai qu'il
Et il est très heureux, il a des amis, et finalement il a résolu sa relation à son père qui était finalement le point de blocage fondamental et qui fait que c'était ça qui bloquait son épanouissement, sa joie de vivre, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Et voilà, sinon ça se termine sur ce happy ending très, très bien en fait, mais qui est subtil en même temps. Voilà, bon, en tout cas, l'important à retenir à mon avis, c'est qu'il faut courir voir ce film. Moi, c'est vraiment un de mes Pixar préférés, et je trouve que Pixar fait vraiment des films très modernes, qui parlent aussi bien aux parents qui ont vu les premiers, qui ont vu le Roi Lion dans les années 80-90, et qui se sont dit, voilà, maintenant ils ont vieilli, ils ont besoin de voir des films qui leur parlent aussi à eux, qui parlent de leurs modèles familiaux, qui parlent de leur vie de parents, etc., du deuil, de sujets qui les concernent aussi. Et en même temps, ça parle complètement aussi aux enfants, et puis moi je trouve que c'est vraiment un truc à montrer à tout le monde. À tout le monde, ouais, c'est ça, à tout le monde. Si, je sais pas, si vous avez des enfants qui ont des relations compliquées entre frères et sœurs, vraiment c'est le film qu'il faut leur montrer, quoi, à mon avis. Bref. Voilà, donc allez-y, courez-y, il est très très bien et on est sûr qu'il vous plaira. Exactement. Voilà. Donc à la prochaine, passez une bonne journée. Et à bientôt. Salut. À bientôt, salut. Falling